Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite directe de la vidéo précédente. Nous aborderons aujourd'hui la centralisation et l'absolutisme de la France sous Louis XIV. Tout d'abord, quand Louis XIV arrive au pouvoir, nous sommes certes à l'aube de l'absolutisme, mais le pouvoir royal est vacillant. Les parlements, que nous avons abordés dans une autre vidéo, prennent de plus en plus de pouvoir. Nous avons par exemple l'arrêt de l'Union de juin 1648, qui veut entre autres donner à la Chambre Saint-Louis un droit de veto sur la création des impôts royaux et des offices, supprimer les intendants dont nous parlerons plus tard dans la vidéo, de réduire de 25% la taille et de limiter la création des offices en exigeant au préalable leur enregistrement par les cours souveraines. Cela conduira au premier épisode de la Fronde, qui était, pour faire simple, des troubles assez graves dans l'affirmation du pouvoir royal mené entre autres par les parlements et qui était causé entre autres par la guerre contre l'Espagne, une situation financière difficile et la régence, Louis XIV étant encore mineur. Le roi, à sa majorité, trouve alors un pouvoir royal affaibli comparé à celui de son prédécesseur, qui avait réussi à redresser le pouvoir royal qui s'était grandement affaibli, à cause entre autres des guerres de religion et de la régence de Catherine de Médicis, qui avait renforcé le pouvoir des grands du royaume. Avant de continuer, j'aimerais juste faire un point sur l'absolutisme royal. L'absolutisme, ce n'est pas régner comme un tyran sans respecter aucune loi et n'écoutant personne d'autre que lui-même. Non, c'est simplement qu'elle n'a de compte à rendre à personne. Le roi n'est inférieur qu'en vertu de Dieu. Voyons donc dans un premier temps les réformes administratives de Louis XIV. Le 10 mars 1661, à la mort de son premier ministre Marazin, Louis XIV gouvernera à présent sans ministre principal. Il tirera à ses ministres: Messieurs, je vous ai fait assembler avec les ministres et mes secrétaires d'État pour vous dire que, jusqu'à présent, j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu, monsieur le cardinal. Il est temps que je les gouverne moi-même. Vous m'aiderez de vos conseils quand je le demanderai. Je vous prie et vous ordonne, monsieur le chancelier, de ne rien signer en commandement que par mes ordres, et sans m'en avoir parlé. Et vous, monsieur mes secrétaires d'État, je vous ordonne de ne rien signer, pas même une sauvegarde ni un passeport sans mon commandement. Il faut cependant préciser que Louis XIV ne gouvernait pas seul pour autant, il gouverne la plupart du temps en conseil. Ce conseil va d'ailleurs être réformé, il y en a 5, mais les deux plus importants sont le Conseil du roi et le Conseil royal des finances. Le premier est le plus important, véritable Conseil des ministres. C'est là où se réunissent les ministres pour décider des actions du royaume, en présence bien sûr du roi. Le Conseil royal des finances, créé en septembre 1661, c'est une organisation, comme son nom l'indique, qui est en rapport avec les finances du royaume, impôts, répartition de la taille, des dépenses, etc. Il est aussi important de noter que les conseillers du roi ne sont pas choisis en fonction de leur rang ou de leur sang, mais en fonction de leurs compétences. Ainsi, bien qu'il y ait des nobles, on peut retrouver des roturiers dans l'administration du royaume. Le roi a le fin mot sur la décision du conseil, mais il va dans son sens environ 8 fois sur 10. Par la suite, Louis a restreint le pouvoir des gouverneurs. Ils s'étaient nommés par le roi et le représentaient. Le poste de gouverneur était généralement d'ordre héréditaire. Il disposait donc d'un très grand pouvoir militaire et civil, surtout depuis les guerres de religion. Le roi, pour limiter leur pouvoir, a tout d'abord restreint leur pouvoir temporel sous un mandat de 3 ans renouvelable. Et aussi, il a restreint leur pouvoir dans l'espace, où il a interdit aux gouverneurs de siéger dans leur gouvernement sans l'accord du roi. Il a aussi écarté le poste de gouverneur aux princes de France et à la haute noblesse, préférant la petite noblesse. Cela dans le but de réduire leur influence. Parlons maintenant des intendants. Les intendants gèrent les finances, la police et la justice dans leur juridiction. Leur rôle sous Louis XIII avait déjà été renforcé, leur fonction devenant permanente. Mais Louis XIV va encore plus loin, en les enracinant dans le territoire et en renforçant leur position, si bien qu'ils entrent en concurrence avec les gouverneurs qui perdent de plus en plus de pouvoir. Ils deviennent bientôt un rôle honorifique. Les intendants sont souvent membres de la noblesse, voire de la haute noblesse, mais ils sont surtout très nombreux. Ainsi, chaque habitant connaît son intendant et peut, pour des demandes, assez facilement les lui transmettre. Bien, nous avons fini avec les réformes administratives, passons maintenant aux réformes de la guerre. Il est vrai que Louis XIV n'est pas un homme pacifiste. Sur 54 ans de règne, 29 ans sont consacrés à la guerre. Mais il n'est pas belliqueux non plus. L'Europe est alors dans une grande agitation. L'Espagne, pour la même durée de règne, a 30 ans de guerre. L'Autriche, 36 ans, les Ottomans 37 et la Pologne 42.
Louis XIV, bien que supplié de ses ministres, décide de tout en ce qui concerne la guerre, ravitaillement, sol, fortification, etc. Il est aussi un grand stratège, et même s'il laisse ses généraux entreprendre des actions indépendantes, il dirige tout de même d'une main de fer la stratégie globale des guerres. Il a aussi grandement développé le réseau d'information et le système de codage français, dont le code Louis qui ne sera percé qu'à la fin du 19e siècle. Louis augmente aussi grandement les effectifs de l'armée française, et étant sûr que dans les temps à venir, les guerres seront des guerres de coalition, réunissant beaucoup plus d'hommes qu'à son époque. Les effectifs de l'infanterie passent donc de 150 000 hommes en 1668 à 380 000 en 1693. Il assure aussi les fortifications de la frontière française, qui serviront d'ailleurs jusqu'en 1914. Il agrandit énormément la marine française, qui sera surtout une marine pour défendre les côtes. Il a pour objectif de la faire passer première d'Europe, objectif qu'il réussira. Bien, passons maintenant aux réformes fiscales. Nous avons tout d'abord deux impôts égalitaires. Le premier, la capitation, qui a été créée pour financer la guerre contre la ligne d'Augsbourg en 1695. L'impôt n'était pas perçu en fonction du revenu, mais en fonction du rang social, qui était décliné en 22 classes. Ainsi, même les nobles de plus haut rang payaient cet impôt. Le second est la naissance d'un impôt proportionnel, le 10e, en 1710, qui taxe à 10% les revenus de tous les sujets du roi, noblesse et clergé compris. Ils feront d'ailleurs une farouche opposition à cet impôt. Mais de par la guerre de succession espagnole, il fallait que l'argent rentre vite. Sauf que l'infrastructure pour la mise en place d'un tel impôt n'avait pas eu le temps d'être finalisée. Le clergé se fera exempter d'impôt en 1711, après un don de 8 millions. Plusieurs provinces en feront de même et seront exemptés de l'impôt. Ainsi, par an, l'impôt génère en moyenne 22 à 23 millions par an, peu par rapport à la possibilité financière de cet impôt. Pour finir cette vidéo, nous allons aborder la culture de l'art sous Louis XIV. En effet, il ne faut pas sous-estimer la puissance de l'art à cette époque, qui instaurait prestige. Louis XIV était un homme d'art. Il écoutait beaucoup de musique, contemplait peinture et artisanat, et assistait à de nombreuses pièces de théâtre. Il créa l'académie de danse, qui n'était pas simplement pour le satisfaire, mais aussi pour offrir au peuple un moyen de distraction. Nous avons bien entendu Versailles, qui est le summum de l'architecture française en son temps. Versailles servait aussi à la politique. En effet, en 1692, la cour est fixée à Versailles. Ainsi, les membres de la haute noblesse sont bien plus proches du roi et ont donc moins de possibilités pour formater des révoltes. Pour conclure, les réformes de Louis XIV ont permis de réaffirmer un pouvoir royal vacillant et de structurer la facette administrative et martiale du royaume. Malheureusement, ses successeurs ne sauront pas utiliser son héritage. En effet, dès la Régence, le régent, voulant plus de pouvoir, réintègre les parlements en leur redonnant leur pouvoir, en échange de faveurs. Louis XV meurt trop tôt avant de pouvoir continuer ses réformes, et Louis XVI, de par la Révolution, ne parviendra pas non plus à faire perdurer l'héritage de Louis XIV. Vive Dieu, vive la France, et vive le roi.